Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous écoutez le podcast Verbois dans lequel vous allez découvrir une série de discussions enthousiastes sur l'avenir des industries créatives dans un monde qui ne peut plus ignorer la nécessité de changements profonds. Niché dans le Haut-Marais de Paris, Verbois est un quartier libre qui regroupe une scène créative engagée qui se mobilise pour le bien commun. Ces talks ont été enregistrés au CNAM à l'occasion de la Green Week, passerelle écologique entre la Paris Design Week et la Fashion Week. Des personnalités inspirantes, qu'on appelle aujourd'hui des observateurs éclairés, ont reçu à leur micro des créateurs et des entrepreneurs qui mettent aujourd'hui déjà en place de nouveaux modèles de création durables, hybrides et inédits dans lesquels savoir-faire, esthétisme, écologie et éthique sont mis en symbiose. Très bonne écoute! Bonjour à tous. Donc moi je suis Hélène Aguilar, j'ai fondé le podcast Tout est le beau il y a à peu près 4 ans et je suis ravie de vous retrouver ici dans le cadre du festival Green Week dans le quartier de Verbois à Paris en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers. Et dans cette conversation avec mes invités, on va parler de design autour de cette question de en fait est-ce qu'on peut finalement éviter l'épuisement des ressources naturelles et prolonger peut-être la durée de vie des créations, parce qu'en fait on se rend compte que les représentations, en tout cas moi j'en suis convaincue, et c'est ce dont on parle beaucoup dans le podcast, mais les représentations de ce qui est beau pour nous en fait, a un impact sur la contraction des ressources. Aujourd'hui on est face à une raréfaction de beaucoup de ressources qui ne sont pas renouvelables à échelle humaine, et en parallèle on a une montagne de déchets en face de nous. Donc, on parle de millions de tonnes. Enfin, c'est un vrai sujet, et c'est pas tout à fait visible aujourd'hui à nous. Il y a un voile un petit peu qui est sur les impacts réels de toutes ces modes de consommation et en particulier dans le design. On a, je pense, ici à peu près tous la chance de vivre donc loin d'une décharge, etc., de pas voir où sont enfouis et où finissent des objets qui sont pas issus dans une boucle circulaire. Mais c'est pas parce que ces conséquences ne sont pas visibles qu'elles n'existent pas. Et comment on fait finalement quand on est créatif, quand notre boulot c'est de mettre au monde des objets ou des projets, quand on est face à ces contraintes-là. Et est-ce que finalement notre élan de vouloir créer des choses, de vouloir créer le beau, que ce soit dans le mobilier, dans des espaces, dans des jardins, va peut-être nous amener à ouvrir d'autres perspectives et à voir d'autres choses. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, du coup, pendant cette petite heure ensemble, avec nos invités. Donc Rebecca et Elodie, vous êtes les fondatrices de Hors Studio. Vous êtes designer-chercheur, vous faites d'innombrables recherches, expérimentations autour de la revalorisation des chutes. Vous êtes donc créatrice en fait de recettes, de multimatériaux en fait à partir de rebut. Vous allez nous expliquer un peu plus en détail, mais en tout cas, ce que je spécifie, c'est qu'à chaque fois, vous revalorisez ces matériaux avec des liants et des colles qui sont non pétro-sourcés, pour qu'en fait ensuite le cycle de quelque chose qui se rapproche du design infini puisse advenir. Et aujourd'hui c'est un vrai sujet en fait. Comment est-ce qu'on agglomère les choses avec quelque chose qui fiche pas et qui permet de donner après une deuxième, troisième, quatrième et demie. Donc on va en parler longuement. Frédéric, toi tu es architecte d'intérieur et designer, scénographe aussi. Tu avais notamment réalisé la scénographie zéro déchet et zéro chimie de l'exposition Demain plus beau qu'on avait réalisée ensemble en 2020. Et donc toi, tu réalises aujourd'hui du mobilier pour tout un tas de maisons de luxe. Tu es très engagé dans les matériaux que tu utilises et que tu mets en œuvre. Et je peux aussi rajouter donc que vous trois, donc vous êtes aussi quelque part en fait artisans. Enfin, vous métamorphosez en fait votre matière. Et c'est important de le dire parce qu'en fait, toutes les disciplines aujourd'hui se décloisonnent un petit peu, donc on n'est pas que designer ou que artisan. Il y a aussi en fait ces mouvances qui existent et ces nouveaux profils hybrides qui sont de plus en plus appelés aujourd'hui par cette nécessité. Et toi, Nicolas, tu es botaniste et paysagiste, tu es aussi professeur. Ton agence s'appelle l'agence NDF. Tu as également cofondé la galerie Aurae dans le 11e arrondissement qui présente des artistes qui travaillent avec le vivant justement. Et tu as réalisé en fait pour l'exposition Fogel qu'on avait portée avec l'Association pour un design soutenable une installation géniale qui s'appelait Flora Urbanica. Pour cette Green Week, on a trouvé que c'était intéressant de décloisonner de nouveau les disciplines et donc voilà, parler du beau dans le design à l'aube de toutes les épreuves qu'on a aujourd'hui
Alors, donc là, je vous ai introduit rapidement. Pour moi, vous êtes vraiment des ouvreurs de voie. Vous sortez un peu de cette autoroute et votre créativité et votre passion vous poussent aussi à tracer vos propres sentiers. Peut-être que pour débuter notre conversation, en fait, j'aimerais qu'on commence alors avec toi, Nicolas. Ton travail de botaniste et paysagiste aujourd'hui, donc c'est comment est-ce que quand tu conçois ces palettes végétales, tu arrives à te reconnecter à quelque chose de plus local et à quelque chose qui est moins hors sol que peut-être d'autres visions du paysage qu'on avait jusqu'à présent, de quelque chose qui est très horticole, beau, etc. Alors, pour commencer, le travail de paysagiste, c'est intervenir sur un territoire. Donc, la première chose, en fait, c'est un diagnostic assez poussé autour donc, des disciplines de la biologie pour savoir où est-ce qu'on se situe. C'est-à-dire qu'un projet à Paris, à Marseille ou à Mayotte ne sera pas du tout de la même manière avec le sol, le climat. Donc il y a d'abord un travail de l'existant. Qu'est-ce qu'il y a sur place? Quelles sont les ressources naturelles? Voir ce qui pousse spontanément et qui vient par la force des choses, par le vent, par les animaux. Et donc du coup, cette ressource qui est en place va nous donner beaucoup d'indications. Et en fait, on a trop tendance à passer à côté sans regarder, alors que c'est une mine d'informations qui nous permet de venir un peu en acupuncture, sans arriver avec nos gros sabots de concepteurs ou d'idéologistes, et en venant en fait se faufiler dans de l'existant plutôt que d'arriver sur une page blanche, parce qu'en fait on n'arrive jamais sur une page blanche, il y a toujours quelque chose qui s'est passé avant nous. En fait, voilà, c'est comment est-ce que jusqu'à présent on pensait le paysage et quel est un peu l'élan qu'on redonne quand on travaille une palette végétale qui est biosourcée, territorialisée, etc. Oui. Moi, tout mon travail de paysagiste et de botaniste, c'est de faire donc un travail de territorialisation. C'est d'aller donc tout simplement d'abord me promener autour des projets pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui ne pousse pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour aller m'imprégner et m'inspirer de ce qu'il y a tout autour, pour l'invoquer à l'intérieur d'une parcelle de projet. Parce qu'on arrive toujours, un projet c'est délimité par une limite administrative, en tout cas pour ce qui me concerne dans le jardin ou dans l'espace public. Et donc ça va permettre d'aller invoquer toute cette richesse de ressources pour après les intégrer dans le projet. Et donc ce biosourcé, c'est au lieu d'aller s'évertuer à vouloir planter un olivier à Lille alors qu'il ne pousse pas spontanément et qu'au premier hiver il va mourir, c'est d'aller voir pourquoi il ne pousse pas à Lille et qu'est-ce qui pousse à la place. C'est du biosourcé, mais c'est surtout du bon sens en fait. Et du coup, est-ce qu'en fait aussi le fait d'implémenter ça dans tes jardins, dans les espaces du coup de paysage que tu conçois, tu te heurtes à soit des idées reçues de certaines personnes, soit aussi des gens qui vont te dire oui, mais alors du coup, on va avoir des nuisances parce qu'on va avoir des insectes, parce qu'on va avoir des oiseaux, parce qu'on va avoir des trucs. Comment est-ce que si on fait pour peut-être éduquer ou changer le regard sur ces nuisances qui sont la biodiversité dont on a tant besoin, tu vois? Et c'est du travail au quotidien de pédagogie et de sensibilisation parce qu'il y a une méconnaissance absolue du vivant. En fait, on sait très bien qu'un animal c'est vivant parce qu'on le voit bouger à notre échelle, mais le végétal, beaucoup ne voient pas que c'est un être vivant parce que ça ne bouge pas à notre échelle de temps. Et donc en fait, ils pourraient penser que l'arbre c'est ce gobelet et que je le mets ici ou ici, peu importe. En fait, c'est un objet qu'on pose. Ouais. Et donc en fait, quand à partir du moment où on explique ce végétal-là, il a des besoins de la même manière que nous, on a nos besoins. On a besoin d'air, on a besoin d'eau, on a besoin de nutriments et tout ça. Le végétal, étant donné qu'il ne bouge pas, on est obligé de lui donner à l'endroit où on le plante. Et donc cette méconnaissance arrive à des situations où en fait les clients, les collectivités aussi vont dire moi là par exemple je suis à Paris et je veux des bananes parce que j'ai été me promener dans les Antilles et j'ai trouvé ça génial. Sauf qu'en fait oui c'est très joli dans les Antilles mais à Paris ça poussera pas. Et en fait se heurter à la réalité du vivant et c'est presque un peu des caprices de gamins qui n'ont pas compris je veux mon bananier. Et en fait la plupart du projet, c'est surtout discuter. Et la partie créative, elle est réduite à 10%. Mais après, en fait, c'est beaucoup de retours d'expérience parce qu'on nous demande aussi d'être innovant, mais d'avoir des expériences déjà éprouvées et qui est complètement antinomique.
Du coup, cette méconnaissance du vivant, elle est fondamentale dans la pratique du paysage et de la botanique. Ouais. Et du coup, c'est méconnaissance du vivant par les parties prenantes sur tes projets. Donc, qui sont ces parties prenantes? C'est les architectes, c'est les maîtres d'ouvrage, c'est les collectivités? Tout le monde, sans exception. En fait, on ne l'apprend pas à l'école. Et alors, il y a plein de choses, d'éléments là qu'on voit sur Internet où il y a eu des tests chez des enfants aux États-Unis où ils sont capables d'identifier 50 logos de marques, mais ils ne sont pas capables de reconnaître des feuilles d'arbres pour savoir la différence entre un chêne et un platane, par exemple. Et ça, c'est vraiment depuis l'ère industrielle où on s'est complètement éloigné humainement de cette ressource-là. Et on est encore en plein dedans. Bon, alors évidemment, ça commence à avoir un petit déhanché. Mais ça veut dire que derrière, il y a toute une armée, je ne suis pas tout seul heureusement, mais il y a toute une armée qui est là pour faire de la sensibilisation et de la pédagogie sur ce végétal et ce vivant au sens large. Parce que en fait, derrière tout ce que tu dis, c'est sensibiliser, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on protège mal ce qu'on ne connaît pas. Donc je pense que si on ne connaît pas, si on ne sait pas reconnaître le vivant, si on ne sait pas reconnaître les plantes, si on ne sait pas, enfin voilà, même si l'idée c'est qu'on soit peut-être pas tous botanistes avec une connaissance très pointue, mais en tout cas déjà se poser la question quand on est en ville, à Paris, en levant un peu la tête, en se disant bah ça c'est peut-être un marronnier, enfin tu vois. Forcément, tu as un lien quand tu reconnais quelque chose, quand tu l'as nommé, etc. Et tu as un rapport qui en découle en cascade, tu vois, qui est différent. Et ça, il y a personne qui l'explique vraiment, mais c'est le point fondamental et peut-être qui vient faire qu'on a un rapport qui est mutique aujourd'hui beaucoup à la nature, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi dans tes projets, etc., parce que on va en parler beaucoup, mais c'est comment on sort aussi de la pétrochimie qui est implémentée à plein de niveaux. Toi, dans le vivant, on se dit qu'en fait, vous n'êtes pas trop confronté à ce problème du plastique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a encore peut-être des endroits où on pourrait, il est présent, je sais pas, je pense aux pots ou des choses comme ça? On est encore très dépendant du plastique dans la production végétale. Quand on fait un projet, on a besoin de planter et en fait, il y a des professionnels, des pépiniéristes qui, eux, produisent. Et donc forcément, ils ont une très très grande quantité de végétaux à produire pour après les mettre dans nos projets. Et la production, elle est dans des pots en plastique jetables qui après se retrouvent à la poubelle. Il y a des filières qui se sont mises en place où en fait il y a des pots des contenants, je ne sais pas si on peut appeler ça des pots, mais en fibres, en géotextile, etc., qu'on peut planter directement dans la terre et puis c'est des biodégradables. Mais ça veut dire que derrière, il y a aussi une réalité économique du projet, où ces végétaux produits dans des contenants qui sont biodégradables sont 2 fois plus chers que des végétaux qu'on va pouvoir acheter chez un pépiniériste avec des pots en plastique. Et donc forcément, comme dans tout projet, le nerf de la guerre aussi, c'est l'économie et l'équilibre budgétaire du projet. Et donc, on n'y est pas du tout encore, pas du tout. Mais il y a aussi d'autres manières de faire, c'est la récolte in situ, que moi je fais de plus en plus, où je vais récolter des graines, et c'est ces graines-là qui vont se retrouver dans le projet. Il n'y a pas besoin de pot pour récupérer des graines. Donc tu plantes des graines. Voilà. Et ça veut dire que c'est... Tu vois, tu livres un projet, donc là c'est le rapport au temps qui est différent. Alors ça, c'est un autre gros problème, politique cette fois, parce que le client, quand c'est une collectivité, il y a besoin pour le programme électoral et pour couper le cordon que le projet soit livrable dans un temps politique d'un mandat. Et ça ne marche pas comme ça. Donc la graine, ça peut aller vite, mais si c'est par exemple un gland qu'on va planter, c'est sûr que l'adjoint ou le maire, il ne va pas ouvrir un jardin avec un chêne centenaire. Donc il y a aussi cette acculturation à faire sur le temps du vivant qui n'est pas celui de la politique. J'aimerais, là je me tourne vers vous hors studio. Peut-être que vous pouvez commencer par nous raconter qui vous êtes, ce que vous faites, avec un focus sur comment est-ce qu'on sort d'une revalorisation qui est juste en une fois avec ces résines qui étaient pétrosourcées jusqu'à présent, et qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que vous voyez comme trajectoire se dessiner à l'occasion de toutes vos recherches?
Oui, donc bonjour. Donc nous, on est hors studio. Donc on est designer-chercheur et on mène depuis 2016 de la recherche en matériaux à partir de ce qu'on va appeler nous les ressources qui sont les rebuts. Donc essentiellement les rebuts de production industrielle et artisanale. Et en fait, tout de suite, on s'est posé la question, si je dois vous le faire à peu près rapidement, imaginez qu'on a une chute, on va venir la broyer et la microniser pour récupérer une matière première. Comment on va agglomérer cette chute pour en recréer un nouveau matériau? Et là, tout de suite, s'est posé la question des cols. Au tout début, je pense, la première expérimentation, on s'est dit, oh chouette, on va mettre ça dans une belle résine biosourcée. On avait une plaque magnifique. Et puis là, on s'est dit, non, mais c'est complètement absurde. En réalité, on va reproduire un problème, enfin, on va déplacer le problème plus loin, puisque l'objet va pas pouvoir être recyclé et va finir à l'enfouissement ou à l'incinération. Et donc, on a engagé notre recherche sur les liants, donc ces fameuses colles, qui vont être issus du milieu végétal ou animal. Donc en fait, on va venir extraire des collagènes de plein de substances qui existent dans la nature pour pouvoir venir agglomérer ces ressources et en faire donc des nouveaux matériaux. Ben oui, parce que Hélène, elle disait dans son introduction que c'était une chance de ne pas être face aux déchetteries, mais c'est vrai que nous, c'est vraiment le fait de visiter une déchetterie, une recyclerie, enfin un Valoris qui est devenu notre partenaire, qui nous a vraiment fait comprendre que le problème, c'était pas juste de recycler des matières non utilisées, donc les chutes qu'on récupère dans les entreprises, mais c'est de créer la bonne matière, effectivement, qui va être recyclable. Et ça, c'est vraiment une autre paire de manches. Il faut vraiment trouver à chaque fois le bon liant avec la bonne chute. Par exemple, mettre un liant naturel avec du plastique, ça n'a pas de sens. Même si le liant est naturel, en fait, ça sera toujours pas biodégradable et recyclable. Donc voilà, c'est vraiment des associations maîtrisées qu'il faut faire, et surtout en fonction de l'usage du matériau. Si c'est un matériau qui doit durer 3 mois parce que c'est une scénographie, on va pas du tout utiliser les mêmes liants et on va pas convoquer les mêmes ressources. Moi, j'ai juste une question pour qu'on comprenne bien quand on n'est pas spécialiste, mais parce qu'on se dit résine biosourcée, tu vois, on se dit c'est bien. Pourquoi c'est pas bien? Alors les résines biosourcées, elles sont pas bien parce qu'en réalité, donc déjà, il y a que 80%. Je crois que c'est le plus grand pourcentage qu'on ait trouvé dans les résines qui sont vraiment issues du naturel. Et du coup, il y a forcément un ajout quand même de pétrochimie. Et quand on arrive à trouver des résines biosourcées un petit peu plus... typiquement, si je parle du PLA, le PLA qui est fait à partir de maïs, c'est une bonne idée, mais en fait, c'est pas du tout recyclable. Donc voilà pourquoi ces résines sont pas du tout une bonne idée. En fait, le problème, c'est toujours la même chose, c'est la recyclabilité. Donc effectivement, comme disait Rebecca, les résines, on ne peut pas le mettre au compost. Et il n'y a pas aussi, le problème, c'est le fait qu'il n'y ait pas de filière. En fait, il y a une filière de recyclage pour le carton, pour le plastique, pour les métaux, etc. Mais plus on avance dans le temps, et d'ailleurs, moins on recycle précisément les choses. Donc ça, c'est déjà un gros problème. C'est-à-dire en fait, justement, quand on a travaillé avec le valoriste qui est notre partenaire, en fait, il nous a justement expliqué un peu plus en détail ce qu'étaient les filières de valorisation. Et que, par exemple, je dis un chiffre un peu à la louche, mais mettons, il y a 20 typologies de plastique. Avant, on en recyclait 13, et maintenant, on en recycle 4. En fait, du coup, ça crée des complexités à la fois dans le tri, et aussi on appauvrit en fait la chaîne de valorisation. Et donc, concernant le PLA, effectivement, on nous vend un matériau biosourcé. Donc, je rappelle, le PLA, c'est ce qui va servir à faire les impressions 3D. Donc, on dit super, l'impression 3D. C'est un matériau biosourcé, c'est recyclable, etc. Mais en fait, il est recyclable que dans certaines conditions. Enfin, il est censé être compostable même, mais en fait, il n'existe pas les filières. Donc du coup, voilà, nous, on essaye de travailler avec le présent, les filières qui existent. Mais voilà, c'est un idéal même nous, on n'arrive pas toujours à atteindre, parce que c'est hyper compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué. Alors, pour vous qui comprenez bien tous ces sujets, mais c'est encore plus compliqué pour nous, néophytes, consommateurs, parce que franchement, moi, quand on me dit biosourcé, le mot biosourcé, je me dis ça vient de la nature. Enfin, tu vois, je me dis pas il y a un loup derrière. En fait, on est en train de nous dire c'est pas possible. Donc bon, c'est un vrai sujet. Et là, j'aimerais qu'on l'aborde aussi avec toi, Frédéric, parce que
ce non pétro-sourcé, toi, dans ton mobilier, c'est aussi quelque chose que tu as embrassé vraiment, enfin, un cœur ouvert. Je sais pas comment on peut dire, mais je crois que c'est un peu ça, ton élan. Tu es un peu comme moi, je pense, la génération Ikea. Et est-ce que, pour débuter, et après tu nous parleras vraiment de ce que tu fais, mais le problème aujourd'hui, en termes même de santé, d'avoir dans nos intérieurs des choses qui sont issues de la pétrochimie, on parlait des résines, la résine époxy, tout ça, que ce soit pour les gens qui travaillent, comme les artisans, ou dans les usines, etc., mais aussi pour les gens qui les achètent. Est-ce que tu as peut-être un mot sur... on ne se rend pas compte finalement à quel point c'est polluant pour nous? Oui, en fait, moi, la base de mon travail, enfin en tout cas ma méthodologie de travail, c'est de travailler en fait normalement. Et par exemple, je ne travaille pas pour tuer les gens, tout simplement. Et je travaille tous les jours avec des artisans sur les chantiers, par exemple, qui ont entre 5 et 15 ans d'espérance de vie de moins que moi, en fait, à cause de tous les produits avec lesquels ils sont en contact. La problématique, c'est toute la chimie, en fait. C'est les peintures qui respirent toute la journée, c'est les enduits qui respirent toute la journée. Et il n'y a pas à se mentir, je pense que 80% de ces produits-là sont issus de la pétrochimie. Donc on supprime le pétrole des chantiers, on supprime beaucoup de pathologies. Ça, c'est une première chose. Et puis, travailler normalement, pour moi aussi, c'est pas détruire l'environnement dans lequel je vis, dans lequel mes clients vivent, dans lequel mes collaborateurs vivent, et duquel mes produits sont issus directement ou indirectement aussi. Parce que donc, en fait, tu nous dis que toi, dans ta pratique, tu arrêtes de travailler avec des matériaux dangereux, en fait. Pour moi, c'est inimaginable de travailler avec un matériau qui soit dangereux, soit éthiquement vraiment incorrect. Je vois par exemple partout des marbres issus d'Afghanistan ou d'Iran. Il y a de la traite humaine derrière automatiquement, par exemple, sans parler du transport, etc. Mais je ne vois pas comment en 2022 on peut accepter ça encore, simplement pour de l'esthétique, accessoirement. Oui, on partage ça, plus. Mais est-ce que aussi, l'esthétique t'en parle? Aujourd'hui, on voit plein de bois, tu vois, qui sont presque, on a l'impression qu'il y a tellement de vernis que c'est plus du bois, quoi. Que c'est un peu, qu'il y a un truc qui est sous verre, que c'est plastifié, que c'est... Est-ce que notre rapport aussi au vrai vivant, enfin, tu vois, à quelque chose qui est imparfait, ça demande pas aussi un peu une éducation? Et est-ce que du coup, le rôle des designers, architectes d'intérieur comme toi, c'est pas, et toi tu l'embrasses très bien, mais tu as ce truc de porter cette responsabilité-là, de rendre désirable cette nouvelle esthétique? Oui, en plus, ce qui est assez drôle, c'est que par exemple, quand les gens croisent des meubles que je produis qui sont ensuite dans des boutiques d'une marque X ou Y, ce qui est assez drôle, c'est que la première chose que les gens me disent avant de me dire la pièce était belle, c'est j'avais envie de toucher. Ou tiens, c'est marrant, j'avais vraiment envie de toucher. Il fallait toucher, en fait, c'est fait pour être touché. Si la texture, c'est pas fait pour être regardé, c'est fait avant tout pour être sensible. Et je pense que, en fait, il y a énormément de pédagogie à faire. Par exemple, on est issu quand même en gros, un siècle d'hygiénisme à outrance, où tout doit être lisse, facile à nettoyer. Alors qu'en réalité, c'est pas parce que c'est lisse que c'est facile à nettoyer, c'est pas parce que c'est brut, voire carrément brutal, que c'est difficile à nettoyer. Et ça, c'est très important en archi d'intérieur. Et puis, accessoirement, je pense que l'humain est fondamentalement fait pour être dans un monde sensible et complexe. Et en fait, dans un intérieur Ikea, par exemple, où est la sensibilité, où est la complexité? Un gamin qui grandit dans un intérieur Ikea, à quel moment sont touchés, à quel moment sa curiosité, etc., est attisée par l'environnement qu'il a autour de lui, en fait. Je m'attaque à Ikea parce que c'est le grand... Mais 80% des marques aujourd'hui font ce genre de pièces, en fait. Même des marques qui font des meubles extrêmement chers, ça reste des meubles où, comme tu disais, le bois n'est même plus du bois parce qu'il y a tellement de couches de résine, 2 fois sur 3 issues de la pétrochimie accessoirement, qu'on achète du bois, on n'a même plus du bois sous les doigts. Je comprends pas cette... Ouais, et puis en plus on se coupe de l'odeur, on se coupe aussi des sensations que... je pense qu'en tant qu'être humain, on a la chance de pouvoir avoir un odorat, voilà. Donc c'est une chose de se dire qu'on va arrêter de les utiliser, mais c'est une chose de savoir qu'est-ce qu'on utilise à la place, tu vois. C'est là où il faut arrêter d'aller vers des réflexes et de se dire, je sais pas, en archi d'intérieur, tiens, j'ai une cuisine, et le plan de travail, ça doit être ça. Non, en fait, le plan de travail, ça peut être 1000 matériaux différents. C'est juste un usage, un contexte à la fois dans un projet, mais aussi dans un territoire. Où, par exemple, il n'y a pas très très longtemps, on m'a parlé d'un projet au Brésil. Donc moi, j'étais très content de potentiellement faire un projet au Brésil. Mais la première chose que la cliente m'a dit, c'est « Et puis, je rêve d'un grand dressing en chaîne. » Non, je peux faire un dressing en chaîne au Brésil. C'est ridicule.
Et la problématique, c'est que là-dedans, il y a la responsabilité individuelle, à mon avis, des designers, des décorateurs, des archis d'intérieur, où en fait, il est temps que nos métiers se revendiquent un petit peu et se politisent aussi, et arrêtent de faire appel eux-mêmes à ces réflexes. Enfin, les grandes heures de la décoration, par exemple, dans les années 50, c'était des grandes heures de pédagogie de la décoration. On est d'accord ou pas avec les idéologies qui ont été développées à ce moment-là, mais et ben, en fait, il est temps que notre génération fasse la même chose. Et qu'on soit dans une notion un peu comme ce qui a été fait, par exemple, en France sous la reconstruction, qui a fait quand même naître les plus grands designers et les plus grands architectes de ce siècle, certainement. Ben, en fait, il est temps de faire la même chose et de faire de la pédagogie envers les décideurs, envers nos clients, envers nos producteurs. Oui, en fait, c'est presque devenir, en tout cas, même les archis d'intérieur, les décos, et c'est pas forcément un truc qu'ils envisageaient dans la pratique de leur métier, mais d'être un peu enquêteur, d'être personne ressource pour leurs clients. Tu vois, c'est aussi un nouveau pan de ce métier qui est à la base un métier de créatif, tu vois, et où en fait tu as envie de t'exprimer parce que tu as une signature, parce que tu as plein d'idées, etc. Et là, tu te retrouves à avoir des contraintes en termes de matériaux où tu es obligé de régler aussi, parce que c'est un impact sur l'esthétique. Quand tu arrêtes d'utiliser du marbre de l'autre bout de la planète, quand tu arrêtes d'utiliser du plaqué, quand tu arrêtes d'utiliser du plastique. Et donc du coup, si tu veux, quelqu'un qui s'est fait connaître avec une esthétique, avec une patte, dans laquelle il n'y avait pas ces critères-là qui rentraient en œuvre, tu vois. Prendre ce virage, c'est pas évident, en fait. Oui, mais justement, en fait, notre premier métier, c'est d'être créatif et d'être force de proposition. C'est quand même la base de nos métiers. On est formé à l'école pendant des années pour ça. Ensuite, on fait carrière là-dedans, on se démarque par rapport à ça. Et accessoirement, le fait de prendre le temps de faire des recherches, bah oui, ça prend du temps, forcément, mais en même temps, on a des métiers qui prennent du temps par définition aussi. Mais ça nous permet aussi de faire fantasmer nos clients. Il n'y a pas très longtemps, j'ai mis un échantillon d'un marbre du Languedoc. Enfin, le Languedoc, c'est quand même 1000 km de Paris. C'est une des régions où il y a historiquement les plus beaux marbres d'Europe, certainement. Il y a juste à regarder Versailles pour le voir. C'est 50% de marbre du Languedoc. Et ben, ma cliente, qui a pourtant des maisons un peu partout dans le monde, n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau. J'aimerais qu'on retourne avec vous hors studio pour que vous puissiez nous présenter un matériau sur lequel vous travaillez depuis un moment, qui s'appelle le Laserstone. Oui, donc nous, dans nos investigations autour des chutes et rebuts sur notre territoire local, puisqu'on travaille vraiment avec les entreprises du coin. On a eu l'opportunité de rencontrer une entreprise qui s'appelle Pod Action, qui est spécialisée en création de chaussures orthopédiques. Et on a commencé en fait à récupérer ces chutes de cuir. Donc on le sait, hein, dans la maroquinerie ou même dans des entreprises comme ça, bien qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de logiciels pour optimiser, qu'il y ait le moins de pertes possible sur des peaux, on est pratiquement à 50% de pertes et de chutes, et ce cuir finit à l'enfouissement et rarement incinéré. Donc voilà, donc c'est une grosse problématique. Et donc nous, on a vraiment réfléchi à comment valoriser ce déchet, donc toujours avec ce même principe en le broyant, pour en créer une nouvelle matière. Donc nous, avec Elodie, on est designer, chercheur, artisan d'art. Donc il y a tout ce travail en fait empirique d'aller en fait chercher dans les recettes ancestrales des artisans d'art des tips. Parce que justement, avant l'arrivée de la pétrochimie, il y avait des matériaux qui étaient créés, qui étaient incroyables et qui ont traversé les siècles. Et qu'on a eu tendance à oublier parce que le plastique, c'est beaucoup plus facile. Donc on a fait toute une investigation dans plein de livres, surtout sur les staffeurs, mouleurs, les staffeurs ornemanistes. On a la chance que Elodie et son arrière-grand-père qui était staffeur, donc il nous reste aussi des écrits. Et en fait, on a fait un mix and match de plein de recettes où il n'y avait pas de cuir dedans à l'époque. Mais en fait, en étudiant les propriétés du cuir broyé, qui ressemble pas du tout à du cuir en fait quand on l'a dans les mains, on dirait de la poudre hyper douce. Voilà, on a commencé à travailler sur un matériau et on a réussi à développer un matériau qui ne nécessite pas de cuisson et qui en fait au moment où il sèche devient dur comme de la pierre. Et c'est un matériau au fait auquel on croit énormément parce qu'il a plein de qualités qu'on est en train de faire certifier. Il va pouvoir se travailler de plein de façons différentes et ça ouvre vraiment un champ, un champ assez énorme dans le design et la scénographie,
en récupérant en fait ces chutes de production. Donc aujourd'hui, on le présente sous plein de formes, on peut le modeler à la main, ça s'apparente un peu à de l'argile une fois que la matière est créée, donc on va le travailler un peu comme un céramiste. Et la couleur, c'est quoi? Alors il n'y a aucun ajout de pigment, en fait c'est la couleur du cuir d'origine qui va nous donner en fait la couleur du matériau. Donc nous, il y a aussi tout un travail de tri du cuir, quelle couleur on a envie d'avoir, etc. Et on va pouvoir donc le modeler, le mettre en plaque. Et on va aussi, je vais passer la parole à Elodie pour qu'elle explique, mais on va pouvoir aussi l'imprimer en 3D. Donc on ne parle pas du tout d'impression 3D avec du fil qui chauffe, mais on parle vraiment d'une impression à pâte, parce qu'on mène une grosse recherche là-dessus au sein du studio. Parce que peut-être que tu nous l'expliqueras, mais qu'on comprenne aussi dans l'impression 3D, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et donc voilà, là on est en train aussi de l'imprimer en 3D. Je passe la parole à Elodie. Ouais, c'est vrai que nous, l'impression 3D au studio, c'est un gros sujet. Alors l'impression 3D à pâte, donc c'est pas vraiment le même procédé, c'est plutôt inspiré des machines d'impression 3D qui permettent d'imprimer la céramique. Et donc en fait, faut imaginer un gros piston dans lequel la matière vient s'extruder et ensuite vient être imprimée par la commande numérique de la machine. Donc là, ça fonctionne ensuite comme l'impression 3D classique. On va faire un fichier 3D qui va donner les coordonnées d'impression. Et donc nous, on essaye de faire en sorte que chaque matière qu'on développe soit imprimable en 3D parce qu'on trouve que c'est à la fois intéressant formellement, mais aussi parce que l'impression 3D ne génère pas de déchets, ou alors très peu, parce que c'est une impression qui a échoué. Mais voilà, il y a cette idée aussi d'imprimer sur demande, de ne pas forcément avoir de stock, donc c'est aussi super intéressant. Et donc le Laserstone s'imprime en 3D, et ça c'est super intéressant. Et là, on travaille sur un projet à plus grosse échelle où on l'imprime avec des bras robots, avec un partenaire qui s'appelle Xtree, qui est en région parisienne. Et donc, c'est dans le cadre du projet Monde Nouveau, donc grosse commande artistique du ministère de la Culture. Donc là, c'est un projet qu'on mène avec Bold Design, avec qui on collabore depuis quelques années. Donc, ils sont spécialisés en impression 3D et notamment aussi en impression 3D céramique avec leur collection de vases qui s'appelle Les Poilus. Et donc là, on imprime une micro-architecture dans un cloître avec différents éléments qui composent cette installation. En fait, là, ce qui est intéressant aussi dans ce travail de recherche qu'on mène et d'investigation avec les Bold, et puis aussi toute l'ingénierie autour, on a des ingénieurs méca qui travaillent avec nous, il y a Xtree, c'est vraiment de détourner l'usage aussi des outils. Aussi bien, on va créer des matériaux pour soit qu'on invente des nouveaux usages ou qu'on s'adapte à des usages qui existent déjà, mais on va aussi détourner ça. Donc les bras robots avec lesquels on imprime, normalement ils impriment du béton. Donc notre partenaire, en fait, il n'était pas du tout, il connaissait rien à ce matériau-là. Lui, il travaille vraiment plutôt pour le BTP avec des gros projets béton. Donc on a eu cette chance aussi qui nous accompagne sur ce projet-là. Et c'est de montrer aussi que ce matériau ou d'autres, parce qu'on peut en faire d'autres, je pense, des matériaux qui pourraient s'extruder en 3D, ils ont leur place dans l'architecture d'intérieur du moins. Et nous, c'est vraiment notre démarche. À chaque fois qu'on crée une nouvelle matière, en fait, on va éprouver le matériau par la performance artistique pour prouver, en fait, ensuite que c'est pas parce que c'est pas certifié ou qu'on les connaît pas, parce qu'en fait, ils sont nouveaux, on les a inventés, qu'ils n'ont pas une place dans le champ de la création et le champ du design aujourd'hui. Ouais. Voilà. Non, mais moi, je trouve ça super enthousiasmant de se dire qu'en fait, demain, plein de choses qu'on aura chez nous seront sûrement faites dans des matériaux dont on ignore l'existence aujourd'hui, et que du coup, ça va aussi avoir un impact sur nos goûts. Peut-être qu'en fait, on va arrêter d'aimer des choses qu'aujourd'hui on aime à la faveur d'autres choses qui aujourd'hui nous sont complètement inconnues. Et je trouve que cette espèce c'est un peu la science-fiction, mais liée au vivant quand même, et connectée au vivant, et ça c'est assez beau, moi je trouve. Nicolas, j'aimerais te redonner la parole pour que tu puisses aussi nous dire, dans cette matériothèque là qui est un peu créée, est-ce que finalement la nature et le sol et le vivant, c'est pas aussi cette immense banque on parle beaucoup de biomimétisme et tout ça aujourd'hui, tu vois. Est-ce que, pareil, de ton côté, tu penses qu'il y a des choses qui vont apparaître parce que justement, ce vivant, c'est une matériothèque géante, infinie? Apparaître, non, parce que ça existe déjà.
mais qu'on l'a oublié. Ouais. Et en fait, c'est revenir en arrière, ce que Rebecca disait par rapport aux livres et aux recettes qui existaient avant. Et en fait, c'est des réinterprétations avec, par contre, les techniques d'aujourd'hui, donc avec une forme aussi de standardisation qu'on va pouvoir mettre en place. Par exemple, dans les parcs et les jardins, les espaces publics, sortir des trottoirs en enrobé, sortir des trottoirs en béton. Sauf que là, c'est des très très grandes échelles. Alors, peut-être pas que c'est le Laserstone qui prendra la place des trottoirs, parce que ça sera vraiment très très gros, donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de chutes, donc ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup de cuir à la base. Mais aujourd'hui, il y a un point d'interrogation sur les matériaux qu'on peut utiliser pour faire les routes, pour faire les trottoirs, pour faire les places publiques, parce qu'il faut que ça soit PMRisable, c'est-à-dire que les PMR puissent y accéder. Il faut que ça soit non glissant, il faut que ça soit facile à nettoyer, c'est ce que tu disais aussi, il faut que ça soit facile d'entretien, il faut que ça soit propre. Donc pour le moment, il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est la terre. La terre, on peut l'utiliser, mais après se pose encore une fois la même question sur avec quel liant. Qu'est-ce qu'on y met? Est-ce que du coup, en plus en extérieur, il y a la contrainte qu'il n'y a pas à l'intérieur de l'eau, la pluie. C'est-à-dire comment on gère aussi un matériau, surtout dans notre climat à nous. S'il y a des choses qui vont se retrouver dans des pays qui vont utiliser la terre crue, sans liant, parce qu'il y a certains pays où il pleut pas ou très rarement, mais si on importe ce procédé-là en France, il ne marche plus. Donc il y a aussi cette territorialisation de la méthode et du matériau. Et pour le moment, c'est un gros point d'interrogation. On lance des appels à créativité, en fait. On manque on manque d'idées. Parce que c'est ça, on se dit, les cerveaux sont pas en train de chercher peut-être les bonnes choses. En tout cas, ils sont occupés à faire des choses un peu de l'ancien monde, et on a envie aussi qu'ils se mobilisent davantage, peut-être. Il y a des choses qui avancent. Par exemple, moi, je suis en train de livrer un projet avec la mairie de Paris pour un groupe scolaire où 100% de la cour d'école, elle est en copeaux de bois. Et c'est des copeaux de bois qui viennent de l'entretien et de la gestion des bois de Vincennes et de Boulogne. Il y a énormément pour la mise en sécurité, puisque c'est des bois qui accueillent beaucoup de public. On va devoir couper des branches qui sont dangereuses. Il y a des arbres, c'est un être vivant, donc ça meurt aussi naturellement. Ouais. Donc on les coupe, et au lieu de les jeter, de les laisser pourrir, on peut les broyer et ça devient un matériau sur lequel on peut marcher. Et jusqu'à présent, il y avait les lois et les règlements, qui est encore une autre strate qui vient par-dessus pour alourdir le tout, qui nous interdisait de faire ça parce que tout le monde avait peur que les enfants avalent les copeaux et que ça obstrue les voies respiratoires. Et on est juste allé voir en fait des médecins en disant quelle est la grosseur de la trachée d'un enfant, et d'aller juste avec une granulométrie plus grosse. Et c'est tout con. Mais en fait, maintenant, on a des copeaux qui sont trop gros, ils ne peuvent pas les avaler. Boum, problème réduit. Ouais, c'est génial. Donc voilà, il y a quand même des initiatives de bon sens qui auraient peut-être pu voir le jour avant, mais c'est aujourd'hui que ça arrive, mieux vaut tard que jamais. Oui. Mais ouais. Et on va finir avec Frédéric, parce que donc, dans ta pratique de design, donc toi tu crées du mobilier. Et aujourd'hui, tu pointes du doigt quelque chose qui n'est pas forcément tout de suite comme ça, qui nous saute aux yeux, nous, en tant que consommateurs grand public, c'est que la céramique et l'esthétique de la céramique qui aujourd'hui fait un boom de dingue et qui est très à la mode, mais c'est pas sans impact d'un point de vue écologique. Tu vas nous en parler, mais du coup, tu explores des voies alternatives un petit peu, avec notamment certains matériaux. Alors déjà, j'ai rien contre la céramique et les céramiques. Non, mais nous aussi, on adore, mais en tout cas... Mais la céramique, pour moi, il y a un double coût environnemental. C'est d'une, les émaux qui sont quand même très souvent très toxiques, très souvent chargés en métaux lourds, par exemple, voire même des métaux lourds eux-mêmes. Et ensuite, le coût énergétique qui est juste, je trouve, dingue par rapport à l'usage, encore une fois, que j'en ferai. Je ne parle pas d'une céramique qui sera une œuvre que quelqu'un va acheter et qui va le suivre toute sa vie. Parce que, peut-être que vous avez déjà été dans un atelier de céramique, mais il y a en fait 3 cuissons du coup qui sont nécessaires pour... En général, il y en a 2. Dès qu'il y a des émaux, il y en a 2. Ça peut aller à plus, 3, peut-être plus même certainement pour d'autres types de méthodologies. Mais il faut imaginer qu'en gros, la cuisson d'un four à céramique, c'est
l'équivalent de la chaleur d'un volcan, quoi. Donc c'est colossal en termes de chaleur, mais pour créer de la chaleur, il faut dépenser de l'énergie, et l'énergie pour la céramique, c'est soit de l'électricité, soit du gaz en général. Donc, et encore une fois, c'est pas une méthodologie qui est normale par rapport à mon métier au quotidien. C'est toujours cette recherche de travailler normalement, et du coup ça m'a forcé à développer des matériaux qui sont pas des matériaux que j'ai inventés, c'est des matériaux historiques que j'ai repris avec mes besoins perso. Donc c'est à base grossièrement de poudre de minéraux. Donc à Paris, on a la chance d'avoir le plâtre de Paris qui a des qualités exceptionnelles, qui est produit à quelques kilomètres de Paris, qui n'est pas cuit, qui est simplement chauffé / séché, etc. Donc qui est très très faible en impact. Le gros impact environnemental du plâtre, c'est les carrières, donc la problématique des carrières, donc défigurer les paysages par exemple, ça c'est un problème. Il y a juste à monter sur une tour à la Défense pour voir l'immensité des carrières de plâtre, ça il ne faut pas le nier quand même. Et ensuite le transport bien sûr, parce que pour aller de la carrière jusqu'à un revendeur, du revendeur jusque chez moi, il y a un peu de transport, ça c'est sûr. Et puis ensuite, je le mélange à des déchets en règle générale ou à des matières issues de végétaux. Donc, par exemple, les déchets, c'est beaucoup chez Lanvin, par exemple, c'est un podium en papier en fait. C'est 80% de papier Ikea, accessoirement pour revenir sur Ikea. C'était des cartons Ikea que j'avais récupérés. Et il faut imaginer que dans un podium de 60 cm de haut, il y a sur du carton d'à peu près 4 mm d'épaisseur, il y en a quasiment 30 mètres carrés. Donc c'est très très important en termes de recyclage. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec le proprio du Franprix en bas de chez moi. Il me disait tous les jours, il jette 500 kilos de papier. Tous les jours. Pour un Franprix. Combien il y a de milliers de Franprix, de Carrefour, etc. rien qu'à Paris. Donc c'est colossal en fait. C'est aussi ça, c'est que moi, ça me donne une matière qui n'a aucun coût en dehors d'un coût logistique, qui est extrêmement accessible, parce que s'il n'y en a pas là, et ben à l'autre coin de la rue, je vais en trouver. Donc en fait, tu glanes ta matière, oui, un glaneur. Ouais, après quand j'ai des commandes un peu plus importantes, je passe des accords avec des industriels du coin pour qu'ils se déchargent de leurs déchets chez moi. Et donc voilà, donc c'est pour ça que donc je suis pas un anti-céramique, mais par contre c'est pas adapté, et du coup ça m'a permis de développer d'autres choses qu'en plus je peux gérer à 100% à l'intérieur et qui nécessitent pas de cuisson, qui ont rien de compliqué. Oui, parce qu'en fait du coup ça sèche. Ça sèche, voilà, suivant la taille des pièces, entre 3 jours pour un petit miroir jusqu'à 2 mois pour une très grosse pièce. Là, je suis en train de faire une très très grosse commande pour des magasins de parfums. Enfin, très grosse commande à mon échelle, c'est 25 pièces à peu près. Et il y a quasiment 3 mois de travail dessus. Mais en fait, en céramique, ce serait la même chose, parce que la céramique, avant d'être cuite, il faut qu'elle sèche. Et des pièces de cette taille-là, elles mettront au moins 1 mois à 2 mois à sécher. Ouais. Donc en fait, ça n'a aucun impact sur le client. Et du coup, il y a aussi, parce que quand tu travailles ces énormes pièces de céramique, il y a un risque de casse qui est important. Quasiment, tu élimines ce problème-là, quoi. C'est ça. J'ai même une pièce qui est tombée une fois d'1,80 m de haut, elle a rebondi par terre. Et en plus, comme elles sont très texturées, même s'il y avait eu un choc, ça ne se verrait pas de toute façon. Et puis, d'un point de vue environnemental, il faut imaginer que mes premiers protos, que j'aimais pas, parce que j'aimais pas les designs que j'avais faits, ils ont fini au compost chez mes parents. Et ils se sont couverts de champignons à l'espace de 15 jours. Quoi. Donc c'est du cellulose, c'est rien de plus, c'est du cellulose et du calcaire en fait. Donc potentiellement, je ne sais pas si ça n'a pas d'impact, mais en tout cas, c'est un impact qui est très réduit. Et semble-t-il, les champignons aiment beaucoup, donc c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est assez enthousiasmant en fait, tout ça, parce qu'on se rend compte que on est en train de passer aussi d'un design de l'intention, donc un espèce de geste comme ça, un peu tiré de l'ego, à un design de l'attention. Et là, je reprends du coup une phrase que Nicolas Delon sur le podcast Où est le beau avait dite au sujet de l'architecture. Et en fait, je crois que c'est un peu le même sujet qu'on est en train de traverser là dans le design. Peut-être du coup être plus attentif, donc avoir ce regard aussi sur. Toi, tu t'arrêtes sur le carton qui est en bas de chez toi, alors qu'avant, peut-être, beaucoup de gens ne voient pas le potentiel de cette matière qui est un peu là comme un déchet et qui va peut-être en fait devenir une ressource. Et aussi attention, parce que voilà, à chaque fois qu'on a des choix à faire, il y a en cascade des impacts derrière, etc. Et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui et qu'avec Verbois, c'était important d'axer sur ce sujet-là. Plus que jamais, on a besoin de partage, parce que c'est certes une responsabilité, mais c'est aussi donner envie et vous faire témoigner, vous qui avez emprunté ces chemins-là, qu'en fait c'est enthousiasmant, que ces contraintes vous poussent à être encore plus créatifs et que c'est presque un puissant fond de nouveautés, de découvertes, d'émerveillement. Parce que toi, d'ailleurs, Nicolas, ça t'a même donné envie d'ouvrir une galerie. Enfin, ton métier a évolué avec toute cette recherche. En fait, c'est surtout par rapport à la pédagogie. Je touche plus de monde via la galerie, qui est un lieu où on vient. On se rencontre. Voilà. C'est pour ça aussi que
Enfin, la sensibilisation, elle est hyper importante dans ma pratique. C'est pour ça que je suis enseignant aussi en botanique dans les écoles de paysage. Parce qu'en fait, on pense que paysagiste, forcément, il connaît le végétal. Non, moi, j'ai pas eu de cours de botanique à l'école de paysage. C'est comme si un architecte, en fait, ne connaît pas ses matériaux. C'est hyper grave qu'il n'y ait pas cet enseignement-là. Mais du coup, ce travail-là de pédagogie, d'accompagnement, il est central. Je ne dis pas que c'est tous les jours sympa. Je dirais que 90% du temps, c'est chiant. Mais vraiment. Mais voilà, c'est parce qu'on est animé par rapport à ce truc qu'on y va. Et qu'on voit que ça évolue. Petit à petit, c'est par petits pas qu'on avance, on avance. Mais moi, ça fait pas longtemps, ça fait 10 ans que je pratique et il y a déjà un chemin hyper important qui a été fait. Oui, mais quand on fait ces changements, il n'y a pas de retour en arrière en général, donc il y a aussi quelque chose qui est... Plus il y a de personnes qui... Tu vois, ça va être un espèce d'effet boule de neige peut-être. Et aussi, je pense que quand même la grande direction qui s'annonce pour beaucoup, ça va être ce renouveau, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont devenir de manière culturelle obsolètes dans ce qu'on va se représenter comme des choses dont on aura envie, si tu veux. Merci beaucoup à tous les 4 pour cet échange.